Chronologie absolue. Comprendre la chronologie absolue n'est pas une chose facile. On doit passer par la notion d'isotope radioactif. Nous savons que les isotopes radioactifs vont se désintégrer régulièrement et de manière tout à fait irréversible. Cette vitesse de désintégration des éléments radioactifs est caractérisée par ce que l'on appelle une période radioactive et on dit aussi la demi-vie. Alors demi-vie, ça fait penser à la moitié. Si au départ vous avez 100 cailloux par exemple, « 50 c'est la moitié. Transposer cette image très simple aux isotopes radioactifs et vous allez comprendre ce que signifie période radioactive ou demi-vie de chaque élément radioactif. Ça correspond en gros à la moitié de moins par rapport à ce qu'il y avait au départ. Donc de très nombreux éléments chimiques possèdent ces isotopes radioactifs. Alors, on parle d'éléments pairs et d'éléments fils. Les éléments pairs sont ce que vous trouvez au départ, la quantité que vous allez trouver au départ. Et les éléments fils résultent des éléments pairs. Donc, il est possible de mesurer la proportion de ces éléments pairs et la proportion de ces éléments fils. Donc, cette mesure d'éléments pairs qui restent et d'éléments fils qui ont produit permet de calculer depuis combien de temps se déroule la désintégration au sein d'un échantillon qui pourrait être une roche par exemple, un minéral. Et par conséquent, donc, on peut déterminer l'âge. On parle également de chronomètres géologiques et ces chronomètres géologiques sont choisis. Ils ont une période spécifique à la mesure du temps à laquelle on voudrait avoir accès. Par exemple, si on voulait mesurer le premier jour de la poussée d'un arbre, comment est-ce que vous feriez? Eh bien, si vous avez cet arbre aujourd'hui, qui fait 50 mètres de haut, qui a un certain diamètre au niveau de son tronc, qui a des branches, des feuilles, comment est-ce que vous feriez pour mesurer, pour dire, cet arbre, il a 50 ans, par exemple? Ça veut dire qu'il faut remonter dans le temps et imaginer une technique qui permette de dire, à partir de l'arbre que vous avez devant vous aujourd'hui, de dire, eh bien, il y a 50 ans, il y a eu la germination. Alors, vous voyez, c'est pas facile. Mais là, on est sur un ordre de grandeur d'une cinquantaine d'années. Alors, quand on mesure, quand on veut mesurer le temps sur des périodes qui ne sont pas trop longues, mais ça peut aller au-delà, bien au-delà de 50 ans, on peut utiliser par exemple la méthode au carbone 14. Mais si on a des temps, si on veut, imaginons que vous avez un basalte qui a été produit il y a 100 millions d'années, admettons. Donc vous voyez, entre ces 50 ans et les 100 millions d'années, il y a un écart. Donc ça veut dire que si vous avez le basalte devant vous, comment est-ce que vous feriez pour dire ce basalte, il a 100 millions d'années? Comment est-ce que vous pourriez faire pour avoir la certitude que cet âge, c'est bien l'âge réel? Donc vous voyez,
lorsqu'on utilise des chronomètres géologiques, il faut qu'ils soient choisis, il faut qu'il y ait une période qui soit compatible avec l'estimation que l'on peut faire de l'âge de l'objet à dater. Alors, pour ça, on a différents types de chronomètres. On peut avoir le chronomètre géologique au carbone 14. On peut avoir le chronomètre potassium 40 sur argon 40 et le chronomètre rubidium 87 sur strontium 87 par exemple, qui vont permettre de dater des roches qui sont très anciennes. Donc ces méthodes de datation, que l'on appelle datation absolue, et qui vont s'intégrer également en parallèle avec la datation que l'on appelle relative, qui sont plus en relation avec les roches sédimentaires, eh bien, sont très complémentaires. Alors, cette chronologie absolue, elle peut utiliser des graphiques, des lois, des relations, qui permettent d'utiliser l'une ou l'autre des techniques. Désintégration d'un isotope radioactif. Est-ce que l'on peut représenter cette désintégration à l'aide d'une courbe? Désintégration radioactive d'un élément pair. Il y a une certaine quantité de cet isotope radioactif au départ. Au bout d'un certain temps, eh bien, cette quantité d'éléments pairs a disparu. Donc, si par exemple vous partez de 100 éléments pairs au départ, au bout d'un temps t, il peut en rester par exemple 10. Donc ça veut dire qu'il y a eu une désintégration radioactive. Mais entre les 100 de départ et les 10 d'arrivée, comment est-ce qu'a évolué cette désintégration radioactive? Eh bien, vous faites le graphe quantité de cet isotope pair en fonction du temps, mais vous pouvez faire également quantité de l'isotope fils en fonction du temps. Donc si vous représentez ces deux quantités sur un même graphe, de la quantité d'isotopes pair ou fils, ou les deux, en fonction du temps, vous obtenez un graphique qui montre une décroissance radioactive. Par exemple, si vous avez P0, qui est la quantité d'éléments pairs au départ, eh bien, au bout d'un certain temps, vous mettez la valeur de ce P qui n'est plus P0, puisqu'il y a eu une désintégration. Donc vous mettez cette valeur sur l'axe des ordonnées. Et si vous avez un certain nombre de valeurs, eh bien ça vous permet d'obtenir une courbe qui montre bien qu'il y a une décroissance, une diminution de cette quantité d'éléments pairs de départ. Donc ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, on peut mesurer cette quantité. Et si on veut faire intervenir la demi-vie, eh bien on peut l'obtenir grâce à la quantité P0 sur 2 que vous tracez, que vous placez, donc ce point vous le placez sur l'axe des ordonnées et vous glissez tout doucement sur l'axe des abscisses. Vous avez en abscisse la quantité grand T qui est la période en fait et qui correspond à la demi-disparition de cet élément pair. Et vous pouvez faire la même chose concernant les éléments fils. Au temps T0, temps qui est choisi et que l'on voudrait mesurer en fait, eh bien vous avez une certaine quantité d'éléments fils 0. On peut dire, par exemple, on peut très bien dire il y a une quantité 0 au temps T0. Mais le temps T0, ça ne veut pas dire 0, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Ça veut dire que c'est le temps que l'on choisit d'être considéré comme
le temps initial à la production d'éléments fils. Et vous reportez les valeurs de cette quantité fils à mesure que le temps passe. Donc sur ce graphe, eh bien, vous obtenez une courbe d'allure croissante, alors que pour les éléments pairs, vous obtenez une courbe d'allure décroissante. Et l'intersection entre ces courbes donne le temps grand T correspondant à la période ou demi-vie, en fait, de l'élément P pair ou de la naissance de cet élément fils à la quantité que vous avez aujourd'hui, admettons au temps T, que l'on choisit comme étant le temps au niveau duquel on voudrait calculer la quantité, eh bien, vous obtenez bien donc une croissance de cet élément fils. Bon. Donc décroissance d'éléments pairs, croissance d'éléments fils. Alors, comment est-ce que vous allez calculer ce temps T? Eh bien, il est possible de mesurer donc la mesure de la quantité d'éléments fils au temps T et de la quantité d'éléments pairs au temps T. Vous avez la possibilité de calculer l'âge de la roche au temps T, admettons aujourd'hui. Et T, c'est donné par une relation T égale log népérien de P0 sur P au temps T, et tout cela divisé par lambda. Lambda, c'est typique en fait du couple que vous allez utiliser. Couple père-fils, c'est une constante de désintégration radioactive spécifique à chaque élément radioactif que vous utilisez. Alors là, vous voyez, j'ai raisonné en considérant que l'on connaissait P0, c'est-à-dire la quantité d'éléments pairs au départ. On a bien cette relation T égale log de P0 sur P au temps T, le tout divisé sur lambda. Mais, quelquefois, on ne connaît pas P0, c'est-à-dire la quantité d'éléments P au temps T0. Alors, dans ces conditions, si P0 est inconnu, vous allez utiliser une méthode que l'on appelle la méthode de la droite isochrome. Et alors, isochrone, pas isochrome, isochrone. Et vous allez utiliser, par exemple, pour le couple strontium-rubidium, donc vous allez faire tracer le graphique de la quantité de strontium 87 sur, enfin vous faites le rapport en fait, strontium 87 sur strontium 86 en fonction du rapport rubidium 87 sur strontium 86. Et vous allez obtenir une droite isochrone. Alors, vous avez également, ce que je dois préciser, une quantité de strontium 87 sur strontium 86 initiale. Et cette quantité initiale, elle reste constante, entre guillemets, pour les minéraux, pour les différents minéraux qui vont composer telle ou telle roche. Donc les minéraux, ça peut être feldspath plagioclase, des pyroxènes, de l'olivine, etc. Bon. Donc ces minéraux ont intégré, possèdent en fait une certaine quantité de strontium 87 et strontium 86. Et si on fait le rapport entre les deux, ce rapport va donner des valeurs qui seront constantes, mais de telle sorte que la quantité, donc le rapport de rubidium 87 sur strontium 86 varie. En fait, cette quantité, elle, n'est pas constante. Donc ça vous donne une droite horizontale à l'axe des abscisses,
correspondant à donc au calcul pour chaque minéral composant de la roche de ce rapport strontium 87 sur strontium 86 initial. Mais la quantité par contre de strontium 87, alors si on raisonne en termes de rapport strontium 87 sur strontium 86 va être variable. Donc ça veut dire que pour une certaine quantité, par exemple dans un premier minéral numéro 1, vous avez strontium 87 sur strontium 86 initial, il y a une certaine valeur, mais la quantité de strontium 87 sur strontium 86 va avoir une certaine valeur plus élevée que celle de départ correspondant au minéral numéro 1, et vous allez avoir une certaine valeur correspondant à l'axe, que vous allez reporter sur l'axe désordonné. Et vous faites la même chose avec le minéral numéro 2, puis le minéral numéro 3. Donc vous avez de ce fait-là, donc si on raisonne en termes de strontium, eh bien le strontium 87 est créé. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir déterminer le coefficient directeur de la droite, coefficient directeur que vous allez pouvoir appeler petit a, et de ce fait-là, vous allez pouvoir calculer l'âge de la roche, donc l'âge petit t de la roche, grâce à la formule petit t égale log de a plus 1, le tout divisé par lambda. Lambda étant une constante de désintégration radioactive relative au couple strontium-rubidium. Donc vous obtenez bien une droite isochrone, et si vous prenez un échantillon quelconque, eh bien vous reportez sur cet échantillon, en mesurant la quantité, eh bien vous reportez sur la courbe les coordonnées en abscisse et en ordonnée, et vous obtenez bien donc une droite, enfin sur un point qui va vous permettre de déterminer le temps précis, puisque ce temps sera le même pour les différents minéraux constituant la roche, puisque le système est fermé. Bon. Alors on y reviendra tout à l'heure à cette courbe qui n'est pas forcément si facile à comprendre. Alors, donc je reviens sur l'explication concernant cette chronologie absolue. Donc je vous ai dit que on peut calculer donc un âge. Cette chronologie absolue permet de caler l'échelle stratigraphique dans le temps en déterminant l'âge des roches en milliers, en millions, voire en milliards d'années. Alors quel est ce principe de la chronologie absolue si on voulait préciser un peu plus les choses? Alors je vous ai parlé d'éléments pairs, d'éléments fils, de demi-vie, de chronomètre géologique. Eh bien, lorsque l'on parle de décroissance radioactive, on parle de certains éléments chimiques qui possèdent des isotopes qui peuvent être naturels, mais il existe également des isotopes qui sont créés en laboratoire pour des usages divers, médicaux par exemple, avec des techniques par exemple permettant de raisonner en termes de cancer. Bon. Donc il y a une certaine décroissance radioactive de certains éléments qui possèdent des isotopes naturels radioactifs qui vont se désintégrer de manière irréversible au cours d'un certain temps que l'on cherche à mesurer. Au départ, on a bien un élément que l'on appelle l'élément pair.
cet élément pair va subir une décroissance radioactive et il va se transformer en un élément, un isotope qui va être, alors on dit radiogénique. C'est bien l'élément fils. Autrement dit, l'élément pair, par désintégration radioactive, va bien donner un élément fils. Et ce phénomène se déroule de manière plus ou moins rapide. Si par exemple je vous prenais 100 cailloux et vous séparez ces 100 cailloux en deux, l'action que vous avez faite peut se faire en quelques secondes. Mais si vous laissez la nature faire concernant ces isotopes radioactifs pairs, si vous laissez la nature faire en sorte qu'ils se désintègrent en éléments fils, ce n'est pas forcément quelques secondes. Le temps peut être variable et en général, en géologie, les temps sont quand même assez importants. Donc ça veut dire que l'élément pair, en fait, va se dégrader, va se transformer en quelque sorte en élément fils. Et la vitesse est caractéristique de chaque élément radioactif et on appelle demi-vie ou période. C'est la durée qu'il va falloir pour que la quantité d'isotopes radioactifs initiale de l'élément pair diminue de moitié. Alors, si l'on voulait peser l'élément pair et l'élément fils, est-ce qu'ils auraient la même masse? Eh bien, non. Ils n'ont pas la même masse. Donc, on peut séparer et doser ces éléments à l'aide d'un appareil que l'on appelle le spectromètre de masse. Cet appareil est capable de préciser les proportions d'éléments pairs et d'éléments fils, donc proportion d'éléments pairs qui restent, et donc par conséquent proportion d'éléments fils qui se sont formés. Et par conséquent, on peut calculer au bout de combien de temps, ou depuis combien de temps, s'est déroulée la désintégration au sein de l'échantillon. Alors, les géologues disposent de couples d'isotopes pour effectuer ce que l'on appelle la datation absolue. Ça veut dire qu'on veut absolument connaître l'âge et le bon âge. Alors, si on parlait de datation relative, ça concernerait plutôt les roches sédimentaires qui ne sont pas tout à fait dans un système fermé puisqu'il y a des échanges avec l'extérieur. C'est pour ça qu'appliquer la datation absolue sur des roches sédimentaires, c'est pas forcément évident et les valeurs, on peut obtenir des valeurs bien entendu, mais les valeurs ne seraient pas forcément absolues, ne seraient pas forcément réelles. Donc, cette méthode de datation absolue s'applique plutôt à des roches magmatiques, soit plutoniques, soit volcaniques, et à des roches métamorphiques, c'est-à-dire des roches qui se sont formées d'une certaine façon et qui sont retransformées encore d'une autre façon, d'une façon que l'on ne va pas expliquer aujourd'hui. Alors, si l'on veut effectuer une datation absolue, on veut connaître l'âge d'un élément ou d'un événement, eh bien, il faut utiliser un couple d'isotopes spécifique, pas n'importe lequel. Sinon quoi? Bien, sinon les valeurs ne seraient pas exactes, ne seraient pas absolues. Il faut choisir de manière judicieuse. Si on veut dater un arbre fossile, si on veut dater un basalte très âgé, si on veut dater
quelque chose qui s'est formé lorsque la Terre s'est formée, on ne va pas utiliser le même couple d'isotopes. Bon. Donc, les géologues vont disposer de plusieurs couples d'isotopes qui vont différer les uns des autres par ce que l'on appelle la période ou demi-vie de leur élément père. Donc la demi-vie est importante. Bon. Si par exemple, je reprends l'exemple de 100 cailloux de départ, vous les séparez en 50. Si vous mettez 3 secondes à faire quoi? Eh bien, à séparer la moitié, ça veut dire que votre demi-vie sera de 3 secondes. Et puis lorsque vous avez les 50, vous les reséparez en deux. Donc si vous avez la moitié de 50 qui est 25, il vous faut 3 secondes pour séparer les 50 en 25, vous avez bien une demi-vie ou une période de 3 secondes. Donc vous comprenez que ce couple d'isotopes, en fait, va différer selon la période correspondant à la désintégration radioactive de l'élément père. Donc, cette demi-vie ou période, elle va nous permettre de raisonner, de réfléchir et de savoir dans quel domaine de datation chacun des chronomètres est fiable. Pour choisir le bon chronomètre, donc le chronomètre qui sera le mieux adapté à l'objet que l'on souhaite dater, on va s'efforcer d'évaluer son âge grâce notamment à la datation relative. C'est possible aussi, ça. Donc cette datation, on va pouvoir l'effectuer sur des échantillons de différentes natures. Alors on peut prendre des minéraux. On sait que si vous prenez un basalte, il y a des olivines, des pyroxènes, bon, voilà, il y a des microlithes, il y a donc un liquide amorphe, un substrat amorphe, entre guillemets. Bon, mais si on veut calculer l'âge de formation des pyroxènes et de l'olivine, par exemple, dans ce basalte, eh bien, on peut considérer qu'ils se sont formés en même temps, mais que leur composition chimique et minéralogique, évidemment, n'est pas la même. Concernant cette roche, on a une certaine composition chimique globale, mais la composition chimique du pyroxène et de l'olivine n'est pas la même. On a deux compositions différentes. Et la masse et la quantité de chacun des minéraux de cette roche n'est pas la même, évidemment. Donc la datation, on peut l'effectuer sur des échantillons de nature qui seront diverses. Ça peut être des roches, des minéraux qui seront isolés les uns des autres, mais il faut que la roche ou le minéral que vous allez utiliser, il faut qu'il contienne l'élément correspondant au chronomètre utilisé. Si par exemple vous avez un basalte avec des pyroxènes, de l'olivine, des plagioclases, admettons, par-ci par-là, donc des feldspaths plagioclases, si on utilise le couple rubidium-strontium, il faut qu'il y ait du rubidium-strontium dedans aussi. Vous voyez que les choses ne sont pas si simples. Donc il faut que cette roche ou ce minéral, il contienne l'élément correspondant au chronomètre que vous allez utiliser. Alors, la datation des roches sédimentaires, comme je vous ai dit précédemment, donc c'est pas évident, car elles contiennent des particules détritiques qui peuvent être plus anciennes que le dépôt sédimentaire en lui-même. Ça veut dire que provenant des continents, notamment amenés par les fleuves, admettons, au niveau des estuaires, admettons, vous avez des débris, donc des particules détritiques, qui vont pouvoir s'intégrer aux dépôts sédimentaires qui se font directement à partir de l'eau dans la mer, admettons, ou dans l'océan. Vous avez par exemple des coccolithes qui vont mourir, se déposer, former des particules calcaires dans le fond des océans, et avec le temps, cette accumulation permet par diagénèse de former par exemple une roche calcaire. Mais on peut avoir dans ces sédiments qui se mettent en place de nature calcaire, en fait,
on peut avoir un apport extérieur de particules détritiques, par exemple des fleuves qui amènent par exemple des feldspaths plagioclases, des pyroxènes, du quartz, etc., qui proviennent de très loin dans les chaînes de montagnes, admettons, suite à des phénomènes d'érosion. Alors, de ce fait-là, donc la datation des roches sédimentaires n'est pas facile, c'est délicat, car souvent elles contiennent des particules détritiques qui vont être plus anciennes que le dépôt. Voilà, si vous avez un dépôt sédimentaire qui a tel ou tel âge, si un apport de particules détritiques arrive, ça veut dire que déjà le dépôt de ces particules détritiques va avoir le même âge que le dépôt sédimentaire d'origine calcaire, admettons, dû à des éléments chimiques ou à des éléments biologiques qui vont mourir et déposer leurs particules calcaires, leurs tests calcaires au fond de l'océan. Mais ces débris calcaires, admettons un morceau de quartz qui arrive, il a été formé avant le dépôt. Donc ça veut dire, vous voyez, vous avez un écart d'âge entre les deux qui ne permet pas de donner une datation absolue à la roche sédimentaire. Puisque si par exemple vous datez le quartz ou le pyroxène ou le plagioclase ou l'orthoclase dans la roche sédimentaire, vous allez obtenir l'âge du débris, mais non pas l'âge du dépôt sédimentaire. Donc vous comprenez qu'il y a un écart. Si vous calculez l'âge d'un dépôt sédimentaire calcaire et l'âge d'un dépôt sédimentaire détritique, vous allez obtenir deux âges différents. Et quel âge vous allez prendre? Bien, c'est pas évident. Vous voyez, là, on n'est plus dans la datation absolue. Alors, quel âge vous allez retenir, je veux dire? On n'est plus dans la datation absolue, on est dans une datation qui sera plutôt relative. Mais cette relativité, entre guillemets, elle se fera dans les roches sédimentaires par comparaison pour différentes strates. Eh bien, comparaison par exemple des fossiles, on peut trouver des fossiles stratigraphiques qui vont vous donner un âge relatif, et cet âge relatif peut être complété par un âge donné par datation absolue. Bon, donc vous comprenez pourquoi la datation des roches sédimentaires est délicate, parce que souvent elles contiennent des particules détritiques qui seront plus anciennes que le dépôt lui-même. Sans compter que la diagénèse, elle conduit le sédiment à la roche. Enfin, on part du sédiment pour arriver à la roche sédimentaire selon un processus que l'on appelle la diagénèse, qui est très long à l'échelle des temps géologiques. C'est un phénomène qui est progressif. Donc de ce fait-là, on ne peut pas dire, par exemple, au niveau d'une dorsale océanique, admettons, vous avez une émission de lave, le basalte se forme, qui est la roche sédimentaire correspondant à ce basalte, à cette lave qui a refroidi, c'est spontané. Quand on passe de 800 degrés d'un basalte, d'une lave qui arrive en surface au niveau d'une dorsale, avec un refroidissement quasi spontané parce que l'eau fait par exemple en profondeur 4 degrés, c'est spontané. Ça veut dire que le temps de formation du basalte est rapide. Mais dans la formation d'une roche sédimentaire au fond des océans, les dépôts sédimentaires se font de manière lente et progressive sur une grande échelle de temps. La formation d'une roche sédimentaire n'est pas spontanée. Il faut du temps. Donc vous voyez, encore là, on a une difficulté qui se rajoute au fait qu'on ne peut pas déterminer de manière absolue l'âge d'une roche sédimentaire comme on pourrait le faire pour un basalte, par exemple. Donc, la diagénèse concernant ces roches sédimentaires vont bien conduire à la formation d'une roche sédimentaire grâce à des dépôts de sédiments,
mais c'est bien un processus qui est long et progressif, et donc qui ne peut pas être daté de manière absolue, comme on le ferait pour une roche qui s'est formée rapidement. Donc, pour cette raison, la datation absolue va s'appuyer davantage sur des roches magmatiques, plutoniques ou volcaniques, ou sur des roches métamorphiques, qui sont des roches qui ont été formées dans un premier temps, selon différentes façons, et qui sont retravaillées, retransformées d'une autre façon. Alors on peut prendre l'exemple d'une croûte océanique qui se forme au niveau d'une dorsale océanique, évidemment, et qui avec le temps va se transformer en ce que l'on appelle un faciès schiste vert, cette croûte océanique, puis à mesure qu'il va y avoir un plongement au niveau d'une zone de subduction, on passera d'un faciès schiste vert, par exemple, à un faciès schiste bleu. Grâce à des phénomènes métamorphiques qui vont faire en sorte que les minéraux qui sont dans un état de faciès schiste vert vont être retravaillés selon des conditions de pression et de température dues à l'enfoncement. Eh bien, ces minéraux vont être retravaillés par ce que l'on appelle le métamorphisme en d'autres minéraux qui seront des marqueurs de subduction. Par exemple, si on trouve tel ou tel minéral à une certaine profondeur, on dira ce sont des minéraux typiques du faciès schiste bleu. Et si on trouve un grenat, par exemple, on dira eh bien, le grenat est bien typique du faciès éclogite. Bon, donc vous voyez que ces roches métamorphiques sont des roches qui ont été retravaillées d'une autre façon suite à des conditions de pression et de température différentes auxquelles sont soumises ces roches et donc ces minéraux qui appartiennent à ces roches. Quoi qu'il en soit, et quelle que soit la nature de l'échantillon, on calcule son âge grâce à un dosage des éléments pairs et des éléments fils. Alors c'est formidable si on connaît la quantité initiale d'éléments pairs et donc indirectement la quantité initiale d'éléments fils. Mais ce n'est pas toujours évident de connaître une quantité initiale de quelque chose qui s'est formé il y a des millions d'années, voire des milliards d'années. Donc, quoi qu'il en soit, on calcule les éléments pairs et les éléments fils. Mais le résultat n'est pas forcément acceptable. Il le sera si ces éléments n'ont pu ni entrer ni sortir de l'échantillon après leur formation. Tout à l'heure, je vous ai dit, on prend l'exemple du basalte, de la lave basaltique qui se fige spontanément pour donner une roche basaltique. À l'intérieur, il y a des cristaux, pyroxène, plagioclase, olivine. Ils se sont figés également. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'évolution de ces minéraux au sein même de la roche. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'échange avec l'extérieur. Et on dit à ce moment-là que l'échantillon constitue un système fermé. Donc il n'a plus d'échange avec l'extérieur. Voilà, donc concernant ces roches magmatiques de type plutonique ou volcanique, eh bien la fermeture du système va bien correspondre à ce que l'on appelle la cristallisation du magma en une roche par exemple volcanique ou en une roche plutonique. Alors l'exemple des roches plutoniques au niveau des dorsales océaniques, au niveau de la croûte océanique, en fait, sera le gabbro, et l'exemple de roches volcaniques, donc magmatiques de type volcanique, sera bien entendu le basalte. Cependant, tant que la température de la roche reste élevée, eh bien, des éléments chimiques vont pouvoir encore diffuser dans les minéraux. Autrement dit, soit les minéraux vont continuer à grandir, à croître, par exemple un microlithe
s'il y a une certaine température très chaude autour de lui, va pouvoir grandir encore un peu, ou même incorporer des éléments, dont le strontium, le rubidium, etc., qui sont des éléments qui peuvent faire partie d'un couple isotopique que l'on va utiliser pour calculer un temps. Donc, tant que la température de la roche reste élevée, eh bien, nous savons que des éléments chimiques vont pouvoir diffuser encore entre les minéraux ou dans les minéraux. La température de fermeture du système, elle est spécifique à la fois de l'isotope que vous allez considérer et de chaque type de minéral. Par exemple, vous prenez olivine, pyroxène, plagioclase, ce sont des minéraux. Mais l'isotope, par exemple rubidium-strontium, le couple rubidium-strontium, ne va pas s'incorporer de la même façon dans l'un des trois minéraux. Donc ça veut dire que ces trois minéraux ne vont pas avoir les mêmes rapports strontium-rubidium. Mais pourtant, c'est intéressant parce qu'ils vont pouvoir être placés dans le graphique dont je vous ai parlé tout à l'heure et intervenir dans la formation, enfin dans la construction de la courbe isochrone. Et donc indirectement vont nous permettre de déterminer un âge. Donc les mesures que vous allez réaliser sur différents minéraux d'une même roche vont fournir des âges différents. Donc selon que vous utilisez par exemple le potassium ou l'argon, le rubidium, le strontium, on n'a pas les mêmes rapports d'incorporation. Donc ça veut dire que selon l'isotope que vous allez utiliser, les mesures doivent être faites, alors toujours avec le même couple d'isotopes évidemment. Hein. Bon. Alors, justement, on peut essayer de comprendre, de rappeler en fait certaines méthodes de datation absolue que les géologues vont pouvoir appliquer, par exemple, à des phénomènes tels que la formation des roches, etc. Alors, on peut utiliser un chronomètre, un géochronomètre, un chronomètre, vous l'appelez comme vous voulez, que l'on appelle potassium-argon. Donc la datation permet de dater des roches volcaniques et métamorphiques anciennes. Pourquoi? Eh bien parce que le potassium 40 va se désintégrer en donnant l'argon 40 avec une période, c'est-à-dire une demi-vie de 1,31 milliard d'années. Donc giga-années. 1,31 giga-années. Donc vous voyez, on est loin de l'exemple tout à l'heure, je vous ai dit 100 divisé par 2, 50 en 3 secondes. Vous avez une demi-vie de 3 secondes. Mais là, c'est intéressant parce que si vous voulez dater une roche qui s'est formée un peu après la formation de la Terre, il y a 4,5 milliards d'années. Donc vous voyez, 4,5 milliards d'années, est-ce que l'on peut dater une roche qui date de 4,5 milliards d'années? Sachant que la demi-vie potassium 40, c'est de 1,31 giga, donc milliards, eh bien vous allez dire non. Ça veut dire que tout à l'heure, il nous faudra une autre méthode qui sera celle en fait du rubidium-strontium. Alors que là, ça ne suffit pas. Enfin, le chronomètre potassium-argon ne suffit pas pour dater quelque chose qui s'est formé il y a 4,5 milliards d'années. Donc vous voyez que c'est important d'utiliser un chronomètre judicieux qui corresponde à peu près à l'âge. Alors vous allez me dire, oui, mais comment est-ce qu'on sait qu'il y a 4,5 milliards? La Terre s'est formée il y a 4,5 milliards. Comment est-ce qu'on le sait? Si on ne peut pas utiliser. Mais si, on peut utiliser la méthode rubidium-strontium que l'on va voir après. Mais là, pour l'instant, pour 1,5 milliard d'années, 1,31 milliard d'années, eh bien, il faut utiliser on peut dater des éléments qui ont moins de 1,31 milliard d'années. Bon. Donc, la quantité initiale
du pair, donc de l'élément pair, dans l'échantillon est inconnu. Vous voyez, on a P0 qui est inconnu. Mais on sait qu'au moment de la fermeture du système, celle de l'élément fils est nulle. Pourquoi? Parce que l'argon, c'est un gaz. Il s'échappe du magma. Donc voilà pourquoi la quantité d'éléments fils est nulle. Donc l'âge, on peut alors le déduire à partir des concentrations d'éléments pairs et d'éléments fils mesurés dans l'échantillon. Bon, donc ça c'est un exemple pour l'utilisation du chronomètre potassium-argon. Alors, l'abondance du potassium dans les roches, évidemment, va conférer à cette méthode une grande universalité, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de phénomènes qui se sont déroulés il y a moins de 1,31 milliard d'années. Bon. Ça, c'était pour la demi-vie, mais on peut calculer évidemment un peu plus ou un peu moins. Ça, c'est, je simplifie pour que vous compreniez de manière minimale, entre guillemets, quelque chose qui est compliqué. Alors, on peut utiliser également le chronomètre rubidium-strontium. Il va convenir pour des âges qui sont très anciens, les plus anciens possibles. Le rubidium 87 va se désintégrer en strontium 87 avec une demi-vie de 50 giga-années, donc 50 milliards d'années. Pour vous donner un ordre de grandeur, la Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années à peu près, donc le système solaire à peu près, et l'univers se serait formé il y a 15 milliards d'années. Donc ça veut dire qu'on peut dater avec le rubidium-strontium des éléments qui se sont formés il y a 50 giga-années, 50 milliards. Alors vous allez me dire, on peut peut-être mesurer ce qui s'est passé avant le Big Bang. Alors ce serait un rêve, mais bon, c'est pas possible, évidemment, puisqu'avant la formation de l'univers, on ne sait pas ce qu'il y avait. Ah, le Big Bang, le fameux Big Bang. Mais là, on bascule sur de la physique. Alors, la méthode avec le chronomètre rubidium-strontium, c'est la méthode qui est la plus utilisée car elle est très fiable. Cependant, on va la réserver pour des roches anciennes, évidemment, comme je vous ai dit, puisqu'on peut dater 50 milliards d'années, évidemment. Pourquoi? Eh bien, parce que la désintégration du rubidium 87 est tellement lente que le système doit être fermé depuis au moins 100 millions d'années. Alors quand même, pour que sa décroissance de sa concentration puisse être convenablement mesurée. Voilà, donc c'est une méthode qui est très fiable, mais il faut quand même que le système soit fermé depuis 100 millions d'années. Sinon, ce n'est pas valable. Sinon, il faut utiliser une autre méthode. Bon. Alors, donc là, on comprend que les quantités initiales d'éléments pairs et fils sont inconnues et que la détermination de l'âge va passer par une résolution graphique, comme je vous avais expliqué au début. Une droite isochrone va être réalisée à partir de plusieurs minéraux, alors je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure, ou échantillons de la roche à dater. Et la pente de cette droite va dépendre du temps écoulé depuis la fermeture du système. Et ensuite un calcul va permettre de déduire l'âge de l'échantillon. Alors, tout à l'heure je vous ai dit on peut coupler différentes méthodes de datation, c'est-à-dire on peut coupler la datation relative et la datation absolue. Sachant que la datation absolue va nous donner un âge absolument relativement réel. Vous voyez, si on couple la relativité avec le caractère absolu, on se dit que on est dans l'absolu parce qu'on a un âge qui est vraiment précis, mais cet âge vraiment précis est tout de même calculé de manière relative, parce qu'on a toujours un écart entre l'âge réel
et l'âge relatif, évidemment. Il y a toujours... Bon, c'est pas vraiment pile exact. Bon. Alors, la méthode de datation absolue, elle permet de situer dans le temps les différentes coupures de l'échelle stratigraphique qui sont obtenues grâce à la datation relative. Ça veut dire que l'absolu intervient dans le relatif, en fait. Et inversement, celle-ci, c'est-à-dire cette datation relative, elle est souvent utilisée en amont des travaux de datation absolue pour guider le choix du chronomètre le plus pertinent. Parce qu'évidemment, si on veut trouver un âge précis, et si on veut utiliser un couple, enfin un radiochronomètre précis, il faut déjà avoir un ordre de grandeur de l'âge de la formation de cet élément, pour pouvoir se rapprocher de l'exactitude de la mesure. Donc la datation relative et datation absolue, ces deux datations sont utilisées en parallèle pour construire en fait quelque chose que l'on appelle une échelle stratigraphique. Donc, lorsque l'on ne peut pas pratiquer de datation absolue sur un objet géologique, par exemple sur une strate, un fossile, une surface d'érosion, etc., eh bien les deux méthodes appliquées en même temps, c'est-à-dire par exemple le principe de superposition et la datation absolue de strates situées de part et d'autre de l'objet, eh bien tout ceci va nous permettre d'estimer un âge et donc de choisir de manière judicieuse un chronomètre. Par exemple, ça peut être le chronomètre le carbone 14, ça pourrait être le chronomètre potassium-argon, ça pourrait être le chronomètre rubidium-strontium. Vous voyez, donc là on a bien parlé de chronologie absolue. Donc lorsque l'on veut mesurer le temps, lorsque l'on veut mesurer la formation des roches, le temps de formation des roches, eh bien on utilise bien une désintégration d'un isotope radioactif, c'est-à-dire un élément pair qui va se désintégrer pour former un élément fils, et on utilise de manière intéressante, enfin de manière spécifique, une période qui correspond au temps de demi-vie. Donc on peut utiliser, vous allez pouvoir construire, comme on l'a dit, je répète ce que j'ai dit au début, le graphe de la quantité d'isotopes en fonction du temps. Vous allez obtenir deux courbes, une courbe de décroissance correspondant à la décroissance de l'élément pair P0 et une courbe de croissance de l'élément fils. Et l'intersection entre les deux courbes vous donne le temps, la période, c'est-à-dire le temps de demi-vie, au niveau duquel la quantité P0 de départ, donc élément pair de départ, a été divisée par 2. Donc vous allez pouvoir mesurer la quantité d'éléments fils ou la quantité d'éléments pairs, et vous allez pouvoir calculer l'âge de la roche, puisque ces quantités P0 sont connues au départ. P0 et F0 sont connus. Donc vous allez utiliser la formule petit t, qui est le temps que l'on cherche, égale log népérien de P0 sur P au temps t, le tout sur lambda, qui est la constante de désintégration radioactive spécifique du couple considéré. Par contre, si vous ne connaissez pas l'élément P0, donc la quantité d'éléments pairs P0, eh bien, vous allez utiliser la méthode, par exemple, de la droite isochrone. Vous allez calculer, vous allez construire le graphe de SR87 sur SR86 en fonction de rubidium 87 sur strontium 86. Pour différents minéraux, vous allez mesurer SR87 sur SR86 initial. Vous allez trouver la même valeur pour différents minéraux dans une même roche. Et vous allez calculer la quantité de strontium 87 sur strontium 86. Et là, vous allez avoir des valeurs différentes pour les différents minéraux qui n'ont pas incorporé de la même façon les différents éléments du couple choisi.
Et à ce moment-là, vous allez obtenir des valeurs qui seront différentes, que vous allez reporter sur l'axe, donc en termes de points, sur l'axe, donc dans le graphique, et obtenir donc cette droite isochrone. Donc vous allez bien avoir, entre guillemets, pour un minéral précis par exemple, une valeur au temps t égale 0, et puis une valeur au temps t correspondant à ce strontium 87 qui va être créé, et à ce rubidium 87 qui va se désintégrer. En fait, le rubidium 87 se désintègre et va former du strontium 87. Autrement dit, les deux quantités sont relatives. Et donc ça vous permet d'obtenir cette droite isochrone, de déterminer le coefficient directeur de la droite, que l'on va pouvoir appeler petit a. Et donc vous allez pouvoir calculer l'âge t, l'âge petit t de la roche, grâce à la formule petit t égale log népérien de a plus 1, a étant la pente de la droite, le tout divisé par lambda, qui est la constante de désintégration radioactive. Donc vous voyez que dans cette chronologie absolue, eh bien, des isotopes radioactifs existent. Ils vont se désintégrer de manière régulière, puisque l'on peut définir un temps de demi-vie, et de manière irréversible au cours du temps. Alors tout ça à condition que le système soit fermé. Alors d'ailleurs, ce n'est pas toujours fermé lorsqu'il y a une désintégration. Et la vitesse de ce processus va être caractérisée par ce que l'on appelle la période radioactive ou la demi-vie, c'est-à-dire la demi-quantité d'éléments pairs que l'on retrouve au bout d'un certain temps, et ce temps étant le temps grand T, période radioactive, qui est spécifique de chaque élément radioactif. Donc la mesure des proportions d'éléments pairs restants et d'éléments fils produits va permettre de calculer depuis combien de temps se déroule la désintégration au sein de l'échantillon, donc la roche totale, ou ça peut être les minéraux isolés de cette roche, admettons. Et donc on va pouvoir connaître l'âge. Par conséquent, on a bien un chronomètre géologique qui va nous apporter des informations et qui va être choisi pour avoir une période qui sera compatible avec l'estimation que l'on peut faire de l'âge de l'objet à dater. Évidemment. Alors, il faut utiliser pour ça donc à la fois la datation relative et la datation absolue. On fait un petit mélange des deux et on affine de plus en plus l'estimation jusqu'à obtenir de manière absolue un âge absolument réel. Toujours relatif, évidemment, parce qu'on ne peut jamais être dans l'absolu concernant un âge qui s'est déroulé, enfin, un événement qui a eu lieu il y a des millions d'années. Donc ce chronomètre géologique, il est choisi de manière à ce qu'il y ait une période compatible avec l'estimation que l'on peut faire de l'âge de l'objet à dater. Et par exemple, on utilise les chronomètres potassium, argon, donc potassium 40, argon 40 et rubidium 87, strontium 87, qui vont permettre de dater des âges très anciennes. Voilà, les méthodes de datation absolue et de datation relative vont donc se révéler de ce fait-là de manière tout à fait complémentaire. Alors, donc pourquoi chronomètre potassium-argon? On rappelle qu'il y a une période de 1,35 ou 1,31 milliard d'années, alors que pour le rubidium-potassium, on a une demi-vie de 50 milliards d'années. Alors je terminerai sur cette belle image correspondant au temps et aux roches. Est-ce que l'on peut, grâce à la méthode rubidium-strontium, déterminer un âge ou quelque chose qui s'est déroulé il y a au-delà de 15 milliards d'années? Bien sûr que non, puisqu'il y a 15 milliards d'années, c'est l'univers qui s'est formé, mais l'utilisation, sachant qu'on peut utiliser cette méthode rubidium-strontium pour des âges allant jusqu'à et même au-delà de 50 milliards d'années, formation de la Terre 4,5 milliards d'années, formation de l'univers 15 milliards d'années,
Que trouverait-on il y a 50 milliards d'années? Voilà, il ne faut pas rêver. Allez, le cours est terminé. Merci. Eh oui, si on pouvait savoir pourquoi la vie existe en fait. Pourquoi est-ce qu'elle existe, la vie? Que s'est-il passé avant le Big Bang? Pourquoi la matière s'est formée, l'énergie s'est formée, tout ça? Pourquoi est-ce que l'on a la Terre dans le système solaire qui s'est formé? Tout ça, on peut déduire à partir de lois physiques, de lois de la biologie, de la SVT, science de la vie de la Terre, des lois mathématiques, toutes ces lois scientifiques qui permettent de comprendre des choses. Mais il y a au-delà de toutes ces lois quelque chose que l'on ne comprend pas, c'est l'origine de la vie. Quelle est l'origine de la vie? Et c'est quoi la vie? Allez, au revoir les amis, à bientôt.